Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour vivre en direct les débats à l'occasion de ces élections municipales 2026. Vous le savez, depuis plusieurs semaines déjà, nos médias de territoire se mobilisent pour couvrir ce scrutin. Et dans ce cadre, 8 Mont Blanc et le Dauphiné Libéré se sont coordonnés pour vous proposer un focus sur nos préfectures. On se retrouve aujourd'hui avec David Magna. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être là, journaliste du Dauphiné Libéré pour le département de Savoie et pour donner la parole aux candidats représentant les listes toujours en lice après ce premier tour pour la mairie de Chambéry. Oui, effectivement, Chambéry elle sera effectivement scrutée de près pour ce second tour. 4 listes s'étaient qualifiées à l'issue du premier tour. Il n'en reste plus que 3 après le désistement de la liste citoyenne portée par Marie Bénévise en début de semaine. On va donc retrouver dimanche Vincent Patet à la tête de la liste Le Pacte, qui avec 28,25% des voix au premier tour s'est retrouvé en tête, devant la liste portée par le maire sortant, Thierry Repentin, à la tête de la liste Chambéry Avance, avec 22,65% des voix. Et en troisième position, on retrouve Brice Bernard, qui porte la liste Rassemblement pour Chambéry, qui était crédité de 15,17% des voix lors de ce premier tour, où la participation avait été de 53,35% de l'issue de ce premier tour. Merci beaucoup David. Alors les 3 candidats sont autour de la table. Merci à tous d'être présents et d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et justement, pour débattre, plusieurs thèmes ont été choisis. L'ordre de prise de parole a été défini par tirage au sort. Et messieurs, je vous propose tout de suite de commencer avec le premier thème. Le premier thème, il concerne la redynamisation du centre-ville de Chambéry. Nous voulions vous demander comment, selon vous, renforcer l'attractivité du centre-ville tout en facilitant son accès. Et je me tourne vers vous, Monsieur Patet, qui a été désigné pour répondre le premier à cette question. Alors moi je pense que sur les questions d'attractivité du centre-ville, il faut avoir une stratégie globale, c'est-à-dire une stratégie globale au-delà du simple fait commercial. Il faut avoir une stratégie d'embellissement de la ville, une stratégie sur le stationnement, une stratégie sur le jalonnement piéton, le jalonnement cycliste. Bref, il faut avoir une stratégie globale parce que le commerce, ça a affaire autant aux questions de sécurisation que de stationnement, que d'embellissement. Et donc, ce qui a été fait effectivement sous cette mandature, alors a baisser en partie la vacance commerciale, c'est vrai. Mais vous avez un turnover plus important au niveau des commerces, ce qui fait que finalement c'est une sorte de baisse de vacances commerciales artificielle. Et donc ce que je souhaite faire, c'est que vraiment il puisse y avoir une pérennisation des commerces et pas simplement sur 2 ou 3 années, en essayant d'accentuer le fait qu'il puisse y avoir un mix commercial beaucoup plus important, qu'il puisse y avoir une possibilité de stationnement beaucoup plus facile et une stratégie d'embellissement globale de la ville qui est définie dans notre programme. Aujourd'hui, on peut facilement le mettre en œuvre, des propositions comme celle-ci. Oui, alors la problématique sur Chambéry, par exemple, au niveau du stationnement, n'est pas tant sur le nombre de places que sur l'accessibilité au centre-ville. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé qu'il y ait 1h30 de stationnement gratuit en centre-ville qui sera déployé de manière progressive au fur et à mesure, avec le disque bleu, ce qu'on appelle le disque bleu, les anciens connaissent ça, mais ça permet d'accroître par 3 la capacité de stationnement, tout en essayant de laisser en place et de ne pas élargir ou de multiplier le nombre de places de stationnement disponibles. Ce sont des choses qu'on a évaluées de manière très fine pour voir, y compris budgétairement, si cela était possible. Et donc, c'est une des stratégies, mais il y a aussi la sécurisation vélo, par exemple, avec la multiplication du nombre d'arceaux, avec la sécurisation des parkings vélos, pour permettre à tous les modes d'accéder au centre-ville facilement. Et également, une perspective pour nos aînés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse notamment apporter des solutions de mobilité pour nos aînés, parce que vous avez beaucoup de personnes âgées qui ont des soucis à ce niveau-là, il faut qu'on puisse leur apporter une réponse. Merci beaucoup, Monsieur Patet. Monsieur Bernard, à vous la parole. Écoutez, il faut déjà remettre du réel dans les flux, dans le stationnement, reconnecter finalement le centre-ville à la vie réelle des habitants. Et ça passe par plusieurs mesures. C'est vrai qu'on a entendu tout au long de la campagne qu'il y avait moins de stationnement, moins de facilité pour accéder au centre-ville, moins de possibilités aussi aux commerçants finalement d'avoir ces flux de consommateurs. Nous, on a des propositions simples sur notre programme qui concernent à la fois le pouvoir d'achat des Chambériens, mais aussi de l'environnement, je dirais, du cadre favorable pour rendre attractif le centre-ville. On a parlé sur la partie du pouvoir d'achat
d'1 heure de gratuité pour les places de parking dès le moment où il y a une consommation locale directement dans un commerce de notre ville. Avec des tickets à faire valider du coup auprès Oui, des tout commerçants. à fait, effectivement. C'est ça, vous consommez local, vous avez un ticket supplémentaire et on peut, avec les bornes, agir dessus. Après, il y a la carte Premier Pas. C'est une carte qui permet aux jeunes mamans aujourd'hui d'avoir l'accès, la gratuité pour les musées. Je crois qu'on a d'autres choses à faire quand on est une jeune maman, effectivement, d'aller au musée pour voir les magnifiques tableaux qu'il y a dans notre ville. Moi, la carte Premier Pas, je veux abonder de 100 € pour les premiers biberons, pour les premières couches, directement dans nos commerces de centre-ville. Puis je vous avais parlé d'environnement favorable. Je crois à la création de parkings relais au début de ville pour justement favoriser les transports en commun et puis bien entendu plus de sécurité renforcée pour nos commerçants. Trop de commerces sont vandalisés, cambriolés. On a souvent, entre autres à Curial, des faits qui nous le démontrent. Plus de sécurité, c'est aussi de meilleurs investissements pour nos commerces. Et dernier point, Monsieur le maire a enlevé certains grands événements. Les événements, l'animation du centre-ville, c'est très important. Je pense notamment à la fête des éléphants. Il faut remettre de l'activité au centre-ville aussi par cette animation. Merci beaucoup, Monsieur Brice Bernard. Thierry Repentin, même question, même thème. Allez-y. C'est un vrai sujet. Merci pour ce moment démocratique. Je voulais vous dire un petit mot néanmoins en introduction, avant de répondre précisément sur le fond. Dire à nos téléspectateurs qu'ils ne se laissent pas abuser par des publications aujourd'hui. Sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui sont faits de montages photos, qui laisseraient à penser, à travers des propos de gens qui se disent représentants du culte musulman, que je serais quelqu'un d'infréquentable, avec des montages photos qui m'affectent. On me voit en photo avec des parlementaires européens dont certains sont d'origine israélite et qu'ils font du coup un amalgame sur le fait que je serais un ami des sionistes et sur ce qui se passe sur Gaza, que je condamne évidemment. Ce qui m'affecte aussi beaucoup, c'est que cette campagne que j'ai voulu, en ce qui me concerne, propre, sur le fond, soit malheureusement le témoin de dérives qui nous rappellent des moments un peu difficiles de notre histoire. Et ce qui m'ennuie, c'est que personne ne le condamne, alors même que ces montages appellent à voter pour un monsieur que je ne connaissais pas, monsieur Bellaroussi, qui est sur la campagne de M. Patek, que c'est repris sur les réseaux sociaux par un M. Yacoubi également, et comprenez que je suis un peu affecté par ces montages photos que je considère comme vraiment diffamatoires à ce que je suis et aux engagements que j'ai eus tout au long de ma vie. Sur le commerce du centre-ville, c'est vrai que quand nous sommes arrivés, il y avait 15% de vacances de commerce dans notre ville, il y en a 8 aujourd'hui, parce que nous avons investi dans des commerces qui étaient fermés, nous les avons remis sur le marché. Aujourd'hui, il y a des investisseurs à l'intérieur. Il faut continuer. Si nous sommes élus, nous mettrons 5 millions d'euros pour continuer la reconquête de ces commerces vacants. Nous avons aussi reconquis des logements vacants au-dessus de ces commerces qui font qu'aujourd'hui, la ville est plus attractive. Nous mettons en place une aide pour la réfection des vitrines, des façades. Et puis nous allons lutter contre les îlots de chaleur, car il faut que notre ville, elle soit attractive, y compris l'été, et chacun peut voir l'évolution du centre-ville, son attractivité qui est aujourd'hui indéniable. C'est pour cela que nous avons accueilli il y a quelques semaines un congrès national de 450 collectivités locales qui sont venues voir comment justement nous étions sur ce sujet-là. Nous allons évidemment l'amplifier si nous sommes réélus. Pardon, excusez-moi, mais si je peux réagir aux propos qui ont été émis par rapport à monsieur Yacoubi. C'est vrai qu'en fait, cette campagne, elle prend une tournure extrêmement compliquée. Je pense qu'on s'est tous respectés globalement, tous les candidats et leurs équipes. Il y a des choses qui se passent, comme des retraits de nos tracts concernant des réunions publiques que l'on a fait, et c'est vos équipes, monsieur Patet, qui sont allées dans les boîtes aux lettres chercher effectivement nos propres tracts. Et ça, je le dénonce avec fermeté, parce que dans une campagne qui plus est municipale, c'est juste inadmissible de faire ce type d'actes, et j'espère que vous les condamnerez. En tous les cas, ce sont vos colistiers qui sont à l'origine de ces actes. Et pour revenir sur monsieur Yacoubi, monsieur Patet, j'ai ici quelques copies écran que M. Yacoubi a partagées sur ses réseaux sociaux. Alors j'en ai quelques-unes, effectivement, où il dit il parle d'un post qui est partagé disant « l'État fasciste d'Israël ». Voilà. Donc vous avez des gens sur votre liste, M. Patet, qui ont des propos extrêmement compliqués, qui soulignent ce que M. Repentin a dit, et je les condamne fermement en tout cas. M. Patet. Je vais juste prendre la défense de mes colistiers. La réalité, c'est laquelle ? La réalité, c'est que je suis arrivé en tête dans l'ensemble des quartiers de Chambéry, y compris dans les quartiers populaires.
Et comme ça ne satisfait pas une partie de la gauche socialiste qui a toujours considéré qu'une partie de la population leur appartenait, eh bien, il y a une campagne immonde qui est en train de se dérouler. Une campagne immonde, et je pèse mes mots, qui est en train de se dérouler, notamment dans les quartiers populaires, pour faire en sorte que, attention, la droite revient, etc., avec de la désinformation totale sur un ensemble. Vous parlez de M. Yacoubi, vous parlez de M. Il y a des Yacoubi. procès-verbaux qui Non ont mais été je ne vais pas réalisés. rentrer dans ce débat de caniveau, franchement. C'est un des débat faits. de caniveau, et cette sont des faits. fébrilité Ce que sont des vous faits, avez monsieur. se transforme en méchanceté, Pas et du je tout. ne rentrerai pas là-dedans. J'ai toujours été très factuel. Je ne rentrerai pas là-dedans. C'est pas le sujet qui intéresse les Chambériens. Vous essayez de faire des La polémiques, des démocratie caricatures. intéresse les Chambériens, monsieur Patel, Vous vous le savez. vous faites des caricatures, des polémiques, vous le savez très bien. On laisse S'il aux y a quoi que ce Chambériens soit, le voilà. choix de Les Chambériens. faire... Par ailleurs, concernant M. dites- Yacoubi, je le soutiens à 700%. Et tous mes colistiers, je les soutiens à 700%. C'est un travail d'équipe Mais- qu'on a fait et c'est la raison pour Vous ne laquelle j'ai condamnez pas même voulu. pas les photomontages. Je n'ai pas Vous voulu ne qu'on me condamnez pas mette les dans les photomontages. tambouilles dont je suis électorales. Je victime. sais pas. Faites-le, franchement. Je sais pas de quoi vous parlez. Ça vous Je grandirait sais pas dans de le quoi. débat. Je ne sais pas de quoi vous Mais parlez. si, vous le savez, c'est sur Je sais pas de quoi Instagram, vous c'est sur parlez. Facebook. On Ah dit non, mais que moi, je suis complice de ce qui se passe à Gaza, franchement. Mais je sais pas de Nous quoi ne sommes vous pas parlez. dans ce débat-là. Vous essayez de faire une manip politique, je sais pas de Pas quoi du vous tout. parlez. Quoi qu'il arrive, Je sais pas de messieurs, Vous comprenez que je sois quand même affecté propose à de titre quoi vous personnel. parlez. Je sais pas de Je vous quoi. propose On peut d'avancer un proposer petit peu, de continuer. d'avancer un peu le débat Allez. avec un deuxième thème qui Tant pis. touche quand même C'est les, dommage. les Chambériens, c'est celle de la transition écologique et la rénovation urbaine. Alors c'est une problématique avec de nombreux aspects. Concrètement, on le sait, le réchauffement climatique touche de plein fouet nos territoires alpins. Alors comment aujourd'hui est-il possible de rafraîchir la ville? On l'a évoqué il y a quelques instants, la ville qui est de plus en plus habituée à de fortes vagues de chaleur. Et quelles actions est-il possible pour accélérer la rénovation énergétique des logements et bâtiments publics? C'est à Monsieur Bernard de commencer sur ce point. On vous écoute. Si on veut prendre nos concitoyens, si on veut les prendre avec nous justement par rapport à la grosse problématique du climat qui effectivement est importante, et je dirais à la protection de notre cadre de vie avant tout, parce que on sait que ce réchauffement climatique existe aujourd'hui et qu'il touche particulièrement, entre autres, nos montagnes, mais aussi nos villes. Il y a eu des audits de fait sur nos places, nos sources de chaleur, et ça, pour le coup, la municipalité actuelle a fait ce qu'il fallait, puisqu'elle a engagé des processus pour végétaliser des places. C'était des processus qui étaient d'ailleurs enclenchés, en tous les cas proposés sous l'équipe précédente. Et actuellement, en tous les cas, c'est réalisé. Il y a des choses qui sont faites. On peut être contre, on peut être pour. En tous les cas, j'aurais peut-être pas fait tout comme Monsieur Repentin l'a fait, mais on accompagnera cette logique de végétaliser nos places, puisque c'est effectivement des sources de chaleur. Poursuivre sur la Ensuite, lancée. Il faut, oui, tout à fait là-dessus. Ensuite, il faut accompagner les propriétaires par des moyens d'isolation, par des moyens renforcés sur leurs façades, sur leurs terrasses, sur leurs cours. Et ça, nous nous y engagerons à ce niveau-là. Et puis, il faut arrêter l'idéologie, je dirais, parce que l'idéologie qui contraint de plus en plus nos concitoyens, c'est pas comme ça qu'on arrivera à les embarquer plus précisément dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, aucune pénalité là-dessus sur les contraintes qu'on veut toujours leur ajouter sur cette thématique. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Monsieur Repentin, à vous la parole. Ça passe par plusieurs canaux, la lutte contre le réchauffement climatique. C'est effectivement la désimperméabilisation de la ville, le retour de la nature dans la ville, comme nous l'avons fait avec près de 3000 arbres qui ont été plantés. On le voit d'une façon très concrète sur l'avenue du Général de Gaulle, sur l'esplanade que nous avons créée devant la librairie Garin, je fais un peu de publicité. C'est aussi la désimperméabilisation des cours d'école. 17 sont faites, nous ferons les 19 qui restent. C'est aussi le déploiement du réseau de chaleur pour qu'il n'emploie plus d'énergie fossile et puisse permettre de relier des entreprises, mais aussi de l'habitat. C'est une aide financière pour les propriétaires privés qui engagent des travaux de réhabilitation thermique. Diminution de 50% de la taxe sur le foncier bâti pendant 3 ans. Pour celles et ceux qui font de la réhabilitation thermique. Et puis C'est mis en place. c'est mis en place. Il faut simplement reprendre une délibération. La nouvelle équipe, si elle veut poursuivre cela, nous poursuivrons ceci et nous apporterons aussi une subvention financière pour les propriétaires privés, puisque le parc social lui-même est très engagé dans la réhabilitation thermique grâce aux efforts qui ont été faits par Cristal Habitat. Et puis il faut faire des parcs urbains. Il manque aujourd'hui des parcs, donc nous avons proposé d'en faire un au Piochet, nous avons proposé d'en faire un à Lémain, nous avons déjà acheté le terrain, il faudra l'aménager, agrandir le parc du Vernet en sortant des bus de la région qui iront du côté de la gare, et dans tous les nouveaux quartiers qui sortent, il faut effectivement des parcs, des espaces de respiration qui manquaient par le passé.
l'urbanisme doit être à revoir. Et ça passe par les bâtiments publics également. Ça passe par les bâtiments publics. Alors, vous m'incitez aussi à dire sur les rénovations que nous sommes en train de faire, les rénovations notamment de toutes les écoles. Nous avons prévu d'équiper, par exemple, le nouveau stade de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité et qu'elle soit consommée sur la piscine qui est juste à côté en autoconsommation. Il faut développer ça. Et puis, des places aujourd'hui qui étaient totalement minérales, qui ne le seront plus demain, à l'instar de ce qui est fait sur la place du Palais de Justice Robert Badinter. Merci beaucoup, Monsieur Repentin. Permettez-moi juste Monsieur une Bernard. petite réaction. Il y a eu des choses de fait, et c'est très bien, mais après, on a eu par exemple au Piochet des appartements, on a mis plus de 120 000 euros par appartement pour rénover l'ensemble des structures. C'est une bonne chose pour les habitants. Pour Mais leur qualité de vie, c'est très bien, oui. Exactement, mais quid des autres qui sont dans des logements insalubres aujourd'hui? Vous n'avez rien fait là-dessus, C'est faux. et concrètement, il y a des réalités d'urgence sur lesquelles on doit intervenir automatiquement 500 dès logements réalisés aujourd'hui. sous la municipalité d'Antin, Monsieur- 1300 Monsieur Repentin, sous notre municipalité, quand et nous des- avons programmé 2000 réhabilitations Quand des personnes de âgées, 2026 à 2030. j'entends, mais quand des personnes On ne peut âgées... pas rattraper le retard du passé. Pardon, aussi simplement. excusez-moi si Je vous en je prie. peux avancer, mais quand des personnes âgées au Biolay montrent 4 étages, qu'il n'y a pas d'ascenseur, à un moment donné, vous pouvez comprendre cette souffrance aussi. Et quand vous mettez autant d'argent dans certains logements, c'est très bien pour ces habitants, mais c'est peut-être moins bien pour d'autres, On va effectivement. en parler Donc dans il y aura des l'aspect priorités. friche tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Vincent Paté, à vous la parole sur ce épineux dossier qu'est la rénovation énergétique. Alors, sur notamment, c'est la rénovation énergétique, mais c'est plus global. Une stratégie globale de décarbonation et environnementale, ça doit être plus global. Alors nous, on souhaite vraiment que pour l'ensemble des familles notamment, parce qu'il y a beaucoup de familles dans certains quartiers de Chambéry qui nous disent finalement on n'a pas forcément d'endroit où aller dans lesquels on a un espace de fraîcheur. Il faut que l'on puisse déterminer un îlot de fraîcheur à moins de 10 minutes de chacune des résidences et que l'on puisse vraiment travailler sur ces petits espaces, ces petites révolutions pour avoir des îlots de fraîcheur dans des endroits où finalement en centre-ville ou ailleurs, y compris dans les quartiers périphériques, il y a de véritables problématiques de canicule. Il faut que l'on puisse travailler aussi sur des corridors verts vraiment autour de la Lesse. On ne prend pas assez souvent en considération la question de la Lesse et de la question globale, par exemple de l'Yerre et de la Lesse, où nous on souhaite faire un parc urbain sur l'espace de Rubanox, puisque l'espace de Rubanox, aux alentours, il y a l'Yerre, il y a la Lesse, et vous avez ce corridor qui peut aller du quartier de Montget, ce corridor vert qui peut aller du quartier de Montget, en passant par ce parc urbain au niveau de Rubanox, et ensuite qui termine sur la zone de Vétrotex. Donc ça, c'est des plans d'aménagement à faire, des corridors verts, et puis également avoir un aspect fort sur la question des cantines et de l'alimentation de nos enfants. C'est aussi une question environnementale, parce que quand vous avez une alimentation plus saine, plus locale, plus biologique, c'est aussi une question environnementale, et donc on souhaite véritablement avoir un opérateur local plutôt qu'aujourd'hui la Sodexo qui puisse donner à manger à nos enfants de manière saine et équilibrée, et ça, c'est vraiment aussi une question de décarbonation à l'alimentation. Et une de vos priorités donc. Et une de nos priorités, tout à fait, à 100%. Aujourd'hui, une de nos priorités, c'est effectivement l'enfance, la famille et également cette question de l'alimentation. On prend trop peu souvent en considération ça, notamment dans le fait, et on l'a proposé dans notre programme, qui est par exemple que chaque gamin de Chambéry puisse avoir accès à un potager. Pourquoi? Moi, au-delà d'être passionné par ça, parce que je suis un grand passionné de potager, c'est le fait que aujourd'hui vous avez des gamins qui ne savent plus vraiment ce qu'ils mangent, n'ont plus de rapport à leur alimentation, et donc il faut qu'on ait aussi tout un système éducatif par rapport à ça, et par rapport aussi à l'intérieur des écoles à leur alimentation. Merci beaucoup Vincent Paté. Je vous propose tout de suite, messieurs, de passer au troisième thème. Un troisième thème. Je te laisse On l'a envoyer. déjà plus ou moins évoqué lors de cette question. Quelle priorité donner à la reconversion des friches et des nouveaux lieux urbains? On a tous en tête, notamment pour Chambéry, l'immense espace, fascinant espace de Rubanox. Ma question s'adresse à M. Repentin. Y a-t-il un projet concret pour cet immense espace et peut-être aussi comment le financer? Alors moi, je prends l'engagement qu'avant le mois de juin, si nous sommes élus, Chambéry avance, la décision sera prise de qui investira et combien. C'est un site fabuleux, 4 hectares, quasi en centre-ville. Et nous savons d'ores et déjà, compte tenu des études que nous avons faites et du dialogue, que nous aurons un partenaire bancaire à nos côtés, la Banque des Territoires, puisqu'il faut investir 30 millions d'euros pour transformer ce site. Il y accueillera un gymnase, un site d'escalade d'ampleur nationale, des espaces culturels, un espace de coworking pour que
les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs puissent venir travailler ensemble. Il y aura aussi des espaces évidemment de restauration, il y aura aussi des espaces musicaux, puisqu'on a beaucoup d'associations musicales à Chambéry, notamment de jeunes groupes qui font du rock ou de la musique amplifiée, pour pouvoir trouver dans ce lieu un lieu qui vive toute l'année. Il y aura à l'extérieur un parc qui permettra effectivement à celles et ceux qui veulent prendre la fraîcheur de pouvoir le trouver, et puis une halle centrale qui sera destinée à des expositions artistiques éphémères. Il y a une autre friche dont on parle assez peu, c'est sur l'ancien collège de Cotrousse, où il existe encore des bâtiments à détruire. C'est ici que nous installerons la future cuisine centrale, pour installer notamment une légumerie, puisque l'idée c'est qu'après avoir favorisé le bio dans les cantines en passant de 20 à 45% sous le mandat précédent, nous voulons passer à 80%, et pour cela nous aurons un nouvel équipement pour pouvoir le gérer en direct sur le secteur de Cotrousse. Et puis il y a le grand projet du Biolay, où nous avons déjà engagé des discussions avec l'Agence nationale de rénovation urbaine pour engager sur ce quartier la même chose qui a été fait sur le quartier des Hauts de Chambéry, tant en ce qui concerne le bâti, accès logement social, construction d'accession à la propriété, mais également la reprise de l'ensemble des parcs, parce qu'il y a de très beaux parcs sur le Biolay. Et donc voilà quelques friches, par exemple, sans citer tout ce qu'il pourrait y avoir, puisqu'on a, même si c'est un qualificatif qui ne convient pas, le théâtre Charles Dulin, qui fait partie du patrimoine, je dirais, quasiment national. C'est un théâtre à l'italienne très très rare, sur lequel il faudra investir de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros. Beaucoup de grands projets, est-ce qu'on a les moyens de ces ambitions concrètement ? Tout cela est financé. C'est 119 millions d'euros d'ici 2030, et nous le ferons sur la même base que ce que nous avons fait sur le mandat précédent, sans augmenter la dette que nous avons baissée sous le mandat, et donc évidemment avec les recettes que nous escomptons traditionnellement, sans toucher la fiscalité. Monsieur Patet, oui, à je vous la veux juste parole. préciser sur la question du théâtre Charles Dulin que ça fait des mois, voire des années, qu'on attend des réalisations, et qu'aujourd'hui ça n'est toujours pas fait, c'est fait à la veille des élections. Il n'y a pas plus tard que 3 jours, le toit s'effondrait, donc ils ont dû fermer la rue parce que le toit s'effondrait au niveau du théâtre Charles Dulin. Donc aujourd'hui, il faut accélérer sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens et d'acteurs dans le domaine culturel qui l'attendent et qui ont eu la sensation de un peu se faire balader pendant trop longtemps. Alors simplement sur la question Des friches. Pardon ? C'est la question de Sur la question de Rubanox, je suis très content qu'on puisse en parler, puisque j'ai proposé dès le début, il y a plusieurs mois maintenant, de constituer sur cet espace-là une cité alpine, c'est-à-dire un lieu dans lequel il faut qu'on projette une véritable vision. Pourquoi ? Parce que si vous faites que du coup par coup, finalement c'est un espace qui est mité de différentes choses, mais qui n'a pas une vocation forte sur la ville, et c'est pas véritablement un pôle d'attractivité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet espace-là, Chambéry a trop longtemps été une ville de transit, il faut que maintenant ça devienne vraiment un camp de base, et Rubanox peut être ce camp de base, avec un espace effectivement de sport, de grimpe, et ça je l'ai proposé dès le début, je suis content que M. Repentin reprenne cette idée, c'est super. Et donc, on travaille avec des associations et donc, des clubs locaux. Oui. Oui, il faut prendre du temps, il faut aller chercher des financements. Et donc je suis très content que ça suscite l'engouement, et donc c'est très bien parce que on va pouvoir permettre dans cet espace-là d'avoir un mix avec les familles, notamment, et je l'ai proposé, d'avoir des studios de musique, puisqu'aujourd'hui il y a sur certains espaces comme à Chambéry-le-Haut un manque, et il y a effectivement un manque à ce niveau-là, donc à Rubanox, en proximité de centre-ville, c'est possible, qu'il puisse y avoir aussi une auberge de jeunesse, parce qu'aujourd'hui, en termes d'attractivité touristique et d'hôtellerie, c'est ce qui manque sur la ville, pour avoir ce nouveau public qui vient en montagne. Donc ça va être un espace vraiment mixte, qui va permettre de mélanger famille, tourisme, et en même temps de profiter pour les gens du quartier, et ça le projet est complètement bâti. Je m'étonne tout de même qu'on puisse dire Rubanox, hop c'est fait, on a choisi les opérateurs, sans qu'il y ait davantage de consultations, notamment des gens du quartier et des habitants, parce que ça me semble essentiel dans ce cadre-là, c'est un projet majeur, il faut à minima qu'on puisse avoir un moment de consultation des habitants. Le projet qui a été déjà budgété ? Non, alors aujourd'hui, personne ne peut le budgéter pour plusieurs raisons, parce que ça dépend de votre modèle économique. Si vous avez un investisseur exploitant, si vous avez différentes délégations de services publics sur certains équipements, ce qui a été choisi là, c'est de faire un équipement sur la halle nord qui est pris en charge par la collectivité, et un équipement au niveau sud qui fait l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt, et donc ce sera sans doute du privé, mais peut-être que M. Repentin peut confirmer. Je vous confirme que c'est un investissement à la fois public et privé,
dont le coût d'investissement est de 30 millions d'euros après les études que nous avons faites, et nous avons des investisseurs à nos côtés pour pouvoir aller sur le projet dont je vous ai parlé. Et alors, merci de me permettre de le dire, il y aura aussi un investissement hôtelier sur le site, parce que celles et ceux qui veulent faire travailler notamment l'espace d'escalade à l'échelle nationale ont besoin de cette capacité à côté. Monsieur Bernard, Vous une voyez question. l'avenir. Je crois qu'on a beaucoup parlé de Rubenox et c'est une bonne chose parce que c'est vrai que ça nous donne des possibilités de perspectives d'avenir. On a parlé du gymnase, on a parlé effectivement du terrain d'escalade, enfin du mur d'escalade. Et c'est une très bonne chose puisqu'on a un club qui rayonne et qui a besoin d'un outil à ce niveau-là. On a parlé de la création musicale et je crois à la création artistique dans sa globalité sur ce site de Rubenox. Et je crois surtout qu'aujourd'hui les friches, et particulièrement à Rubenox, doivent servir à nos talents économiques. Moi, je souhaite faire ce que j'ai appelé des tremplins pour permettre à notre jeunesse aujourd'hui d'avoir justement ce petit coup de pouce, mais qui n'est pas forcément si petit que ça, justement, pour lancer son entreprise, pour lancer son activité. Parce que parfois, quand on crée son commerce, quand on crée son entreprise, on n'a pas la famille derrière. Et la collectivité peut accompagner par ces incubateurs, on va dire, de petites entreprises, avec les business angels, avec ce qu'on connaît en termes de déploiement, je dirais, de solutions économiques, pour permettre à notre jeunesse d'aller vers le travail, parce qu'aujourd'hui, Chambéry manque d'opportunités et je veux pouvoir les créer. Donc donner un angle un peu plus économique justement à ce Tout à site. fait, tout à fait. Effectivement, il faudrait, notre vision, c'est de servir d'une halle pour justement permettre ce développement économique. Mais on peut le faire sur d'autres sites, je pense notamment à Chambéry-Le-Haut, je pense au Biolay, sur lesquels il faut pouvoir investir, réinvestir des locaux et le redonner à nos habitants et en particulier à nos jeunes pour les lancer sur la vie active. Et puis surtout, tous ces projets, finalement, il faut une concertation réelle avec les habitants. Je pense notamment à l'ex-internat de Vaugelas, qui vient en lien avec Rubenox, qui permet peut-être demain à des étudiants, à des jeunes actifs, pourquoi pas créer une maison artistique, pourquoi pas faire de l'accompagnement sur l'intergénérationnel aussi, puisque nos aînés ont un savoir à transmettre à nos jeunes. Et je pense que ces sites permettent justement de s'accompagner mutuellement et s'intègrent parfaitement dans notre ville. Enfin, moi je pense à nos personnes âgées. Monsieur le maire a souhaité vendre 2 résidences, Majoie et la Calamine, à des groupes privés. Souvent, monsieur le maire, monsieur Repentin, vous dites que le service public, c'est le dernier service de ceux qui n'en ont pas. Je souhaite qu'on puisse renforcer ces maisons de santé pour accompagner nos aînés et surtout ceux qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de se tourner vers le privé. Et c'est des choses sur lesquelles on sera attentif, en tous les cas dans les développements urbanistiques. Et comment on le finance justement un projet de cette C'est des orientations budgétaires, encore une fois. Enfin, je veux dire, quand on donne aujourd'hui des millions d'euros, qu'on fait des millions d'euros de dépenses publiques, il y a des investissements aussi bien privés, pour le coup, Rubenox, on en a parlé, que publics. Et puis il y a des investisseurs aussi institutionnels qui sont là pour nous accompagner. Je pense notamment au département, à la région, à l'État, à l'Europe. On se battra pour avoir des financements à tous les niveaux. Merci beaucoup, monsieur. Je veux dire qu'il n'y avait pas de vente à un groupe privé, c'était un organisme HLM pour libérer Enea. le patrimoine. C'est un groupe qui fait partie effectivement des entreprises sociales de l'habitat, c'est-à-dire le monde HLM. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose de passer au 3e thème, pas moins important, celui de la mobilité et de la transformation des transports. Alors, aujourd'hui, quelle stratégie employer pour les déplacements dans l'agglomération, notamment à l'heure où le nombre de ces modes de déplacement se multiplie et rendant un petit peu plus compliqué l'harmonisation, finalement, des différents usages. Je me tourne vers vous, Monsieur Patet. Dites-nous un petit peu quelle est votre stratégie d'avenir dans ce sens. Alors, premièrement, effectivement, sur les questions de mobilité, alors c'est plurifactoriel. Il y a d'abord la question du bus, ensuite celle du vélo, ensuite celle de la voiture, des modes plus lourds. Sur la question notamment des bus, nous, on a proposé effectivement d'avoir la mise en commun du réseau de bus Aix-les-Bains-Chambéry avec une tarification unique dès la fin de la DSP en 2029. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors certes, donc on a aujourd'hui un organisme qui est en capacité de le mettre en œuvre, mais il faut absolument qu'on acte le fait qu'on le fera en 2029 et il faut qu'il y ait un alignement politique entre les 2 agglomérations, sinon ça ne se fera pas. Monsieur Repentin a dit que c'est déjà acté, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il faut qu'il y ait un alignement politique entre les 2 agglomérations, entre les 2 présidents d'agglomération pour le faire. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, il faut qu'on puisse étendre la question des horaires, notamment sur le matin très tôt et le soir. Et puis, j'ai proposé effectivement, notamment pour beaucoup de personnes de ma génération,
qui, par contre, parfois, quand le soir on sort, qu'on puisse avoir des arrêts intermédiaires, des arrêts à la demande, c'est-à-dire qu'on va demander au chauffeur qu'il puisse nous arrêter entre 2 arrêts au plus près de chez nous. Ça permet de sécuriser les déplacements et c'est essentiel pour accroître la possibilité et de prendre le bus, notamment en fin de soirée. Donc ça, c'est important. Et puis sur les questions de cyclables notamment, il faut absolument qu'on permette de réduire les conflits d'usage avec des voiries sécurisées et continues sur les différents axes qu'on veut développer en termes cyclables et qu'on ait un grand plan, effectivement, de réduction des points noirs. Vous avez par exemple des discontinuités, que ce soit au rond-point du stade ou ailleurs. Il faut absolument, et c'est vraiment une priorité qu'il faut mettre dès que l'on arrive sur ce mandat-là, sur la réduction des discontinuités, parce que c'est ce qui ne permet pas à certaines familles de passer à l'acte sur le vélo, parfois parce qu'il y a une absence de sécurisation sur ces itinéraires qui sont discontinus. Donc ça, c'est essentiel. Et puis ensuite, sur la question aussi je voulais dire un mot sur la question de la gratuité des transports en commun, parce que ça a été un débat qui a été finalement évoqué par beaucoup de listes, mais qui a été très peu évoqué dans nos débats. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas en faveur de la gratuité des transports en commun, parce que ça coûte 5 millions par an au minimum. Par contre, je souhaite que l'on puisse mettre en place une gratuité des transports sur certains week-ends, précédant les fêtes par exemple, pour redynamiser commercialement la ville, et ça me paraît essentiel de le faire, et de lancer un bon signal, y compris par exemple lors de pics de pollution, nous pouvons le faire. Et ça va passer par finalement une refonte du plan de circulation. Non, pas du tout. La question de la gratuité des transports en commun n'a rien à voir avec la question de la refonte du mode de circulation. C'est simplement, vous prenez la décision à quelques week-ends avant les fêtes d'effectuer une gratuité, comme ça se fait aujourd'hui sur une réduction des tarifs et de la billettique sur certains week-ends. Merci beaucoup, M. Patet. M. Bernard, à vous la parole. Tout le monde sait qu'à Chambéry, il n'y a pas de problème de circulation. On peut circuler librement, sans contrainte, et tout va bien. Enfin, non, je plaisante. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué, surtout quand la voie rapide est bouchée. Ça devient une contrainte, effectivement, sans nom. Alors, je veux rassurer ceux qui nous regardent. Je ne serai pas le maire qui passera la voie rapide à 70 km/h. Je ne serai pas le maire qui appliquera la ZFE, la zone à forte exclusion, finalement, dans notre ville. Et ça, je m'y attache précisément. Je n'en veux pas. Je pense qu'il y a, comme l'a dit M. Patet, des choses à revoir sur des points noirs effectivement de notre circulation. Je pense notamment à l'hypercentre et surtout à l'usage qui est fait entre le vélo, les trottinettes, les piétons, mais aussi la place de la voiture. Et aujourd'hui, il y a trop de conflits, et des conflits qui sont parfois extrêmement dangereux. Je pense notamment au boulevard de la Colonne, à ce croisement juste devant la galerie Lafayette avec les vélos. Il y a des choses à revoir entre le boulevard de la Colonne et l'avenue des Ducs. Il y a également des choses à revoir sur l'avenue du Comte-Vert. On a aujourd'hui des commerçants qui ferment, qui tirent le rideau. Il n'y a plus de place de parking, plus de stationnement possible. Et en plus, la circulation des vélos, elle est extrêmement dangereuse puisqu'elle est intercoupée par différents endroits. Et c'est dangereux pour les enfants, c'est dangereux pour les familles, c'est dangereux pour les personnes qui sortent avec des poussettes des voitures. Et ça, effectivement, c'est des choses qu'il faut absolument revoir. Et puis, on en a parlé, le transport en commun est essentiel si on veut permettre d'avoir moins de véhicules en centre-ville. Mais pour ça, il faut des mesures pour accompagner, notamment les personnes âgées. Les personnes âgées sont les personnes qui sont de plus en plus isolées, qui ont du mal aujourd'hui à se garer, peut-être parfois à prendre leur véhicule simplement. Je veux, moi, étudier la gratuité pour les personnes de plus de 75 ans. Si on peut faire mieux, si on peut faire avant, on le fera. Mais en responsabilité, pour le moment, on reste sur cette position, avec la gratuité, justement, pour permettre la liberté de se déplacer. Parce que c'est pareil, quand on a 75 ans, généralement, on va au centre-ville, peut-être pour chercher ses petits-enfants, mais aussi pour aller au médecin. Et c'est extrêmement important de pouvoir le faire en toute liberté. Ça va passer par des places de parking également ? Oui, notamment en entrée de ville, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est important de créer des zones, je dirais, de parking en entrée de ville, avec ce cadencement de réseaux de bus, des réseaux de bus que je souhaite tourner de plus en plus vers des énergies propres. Mais il faut absolument qu'on puisse développer des parkings soit de coworking, covoiturage, pardon, soit liés effectivement au déplacement de bus. Merci beaucoup, M. Brice Bernard. Monsieur Rampentin, même question, la problématique des mobilités au sein de la ville et de l'agglomération, un gros dossier. On peut avoir des convergences sur ce qui était dit. Moi, je suis très favorable à ce qu'on expérimente des gratuités pour un certain nombre de populations.
sur certains jours. Et pour le faire, je pense qu'il faut d'abord concerter celles et ceux qui sont intéressés par ce transport bus. Donc pourquoi pas imaginer une convention citoyenne, mais également les associations qui sont très mobilisées sur ce sujet-là. Pour autant, il ne faut pas se garder de ne faire que ceci. Je voudrais dire que sur ce grand réseau de transport, M. Patet, vous avez 3 ans de retard, ça fait 3 ans qu'on y travaille, et nous avons tous signé en décembre 2025 un accord entre, non pas 2 agglomérations comme vous l'avez dit, Oui, mais 3 3, avec avec Montmélian, Aix-les-Bains et Chambéry, et donc des cars express vont être organisés sur ce périmètre, parce qu'en fait les gens du Grand Chambéry et aussi du Grand Lac et de Cœur de Savoie vivent ce périmètre. Donc il faut leur offrir une alternative à la voiture pour qu'ils acceptent de sortir de la voiture, même si parallèlement il faudra mettre en place des incitations au covoiturage pour celui qui conduit, comme pour celui qui monte dans la voiture. C'est ainsi que les agglomérations avancent aujourd'hui. Nous avons augmenté l'offre de transport en commun sur la ville de Chambéry de plus de 10% il y a 2 ans, redesservi des quartiers qui en avaient été supprimés par le passé. Je pense sur le secteur des Monts, je pense sur le secteur du Biolay. On a fait aussi une ligne chrono entre le Biolay et les Hauts-de-Chambéry pour favoriser les circuits à l'intérieur de la ville. Il faudra aller au-delà. Vous le savez aussi qu'on n'achète désormais plus que des bus, soit électriques, soit au GNV, tous climatisés, parce que le changement climatique aussi a un impact sur la façon dont on se déplace. Et puis, donc il fait chaud dans les bus. Et puis, il faut développer aussi, c'est vrai, le vélo. 40% d'augmentation de la pratique de vélo en 4 ans sur Chambéry. C'est parce qu'il y a des équipements qui ont été faits. Il faut les continuer. Il y a aujourd'hui 2 grands projets, un de Chambéry à Cognien par l'avenue de Lyon notamment, et un autre pour desservir les Hauts-de-Chambéry depuis le centre-ville. Pour cela, il faut sortir les vélos de la circulation routière, comme ça vient d'être fait par exemple à Henri Bordeaux devant Opinel, avec un mur séparatif. Et puis sur le centre-ville, il faudra à terme avoir des zones pied-à-terre pour les vélos, mais également pour les trottinettes, parce qu'on a un problème de flux, de juxtaposition entre les piétons et celles et ceux qui sont sur 2 roues pour sécuriser tout le monde. Et donc, il faudra apprendre effectivement et contraindre, si c'est nécessaire, face à tous ces investissements que nous faisons pour développer le vélo. Il faut aussi penser aux piétons. Merci beaucoup, M. Repentin. M. Patet, je vous voyais réagir. Oui, juste, vous me dites que j'ai 3 ans de retard. Vous avez aussi 3 ans de retard sur le covoiturage, puisque la gratification du covoiturage est déjà mise en place sur l'ensemble des 3 agglomérations. C'est même moi qui ai porté ce dossier au niveau départemental. Donc ça existe déjà. Et ensuite, je conteste cette idée aussi qu'il y a eu un développement considérable des investissements sur le vélo, puisque effectivement la pratique du vélo a été multipliée très largement. Mais quand je reprends les chiffres, et ce sont les chiffres de l'association Roue Libre, donc de l'association en charge du vélo, avant 2003, 23 km du réseau développé, 2003-2008, 4,8, 2009-2014, 4, 2015-2020, 3,8 et 2020-2026 que 1,6 km développé en termes cyclables. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de communication sur ce sujet-là, mais assez peu de réalisation. Ce sont les chiffres de Roue Libre. Ce sont les chiffres de Roue Libre du réseau de l'agglomération. Depuis quand? Non, mais 3 dernières années, on est passé d'1,2 million par an à 2,4 millions sous ma présidence. Je ne savais pas d'ailleurs que vous vous occupiez de ce dossier au conseil départemental. Je ne sais pas quel titre. Je vous parle du développement linéaire. Je vous parle du développement du linéaire. Vous n'êtes pas conseiller départemental. J'étais agent du département et j'avais en charge. Ah oui, c'est vrai que vous travaillez j'avais en charge en collaborateur du groupe, c'est ça, des Non, c'est quand j'étais dans un autre poste, j'étais en partie en charge de la mobilité. D'accord. Quant au covoiturage, on aidait aujourd'hui celui qui conduisait. On va aider aussi celui qui monte dans la voiture pour inciter effectivement à faire plus de covoiturage. C'est déjà le cas. Beaucoup, M. Repentin. C'est déjà le cas. M. Bernard, vous avez un petit peu de retard au niveau des prises de parole. Est-ce que vous souhaitez encore dire un petit mot sur ce sujet ? Je crois qu'on a dit l'essentiel, en tous les cas, sur la partie ici, peut-être sur la partie des pistes cyclables. On ne sera pas contre les pistes cyclables. En tous les cas, c'est un moyen qui est sain et qui est essentiel pour nos familles. Mais il faut les sécuriser. Il faut absolument qu'elles soient sécurisées avant qu'on puisse progresser. Après, c'est des choses à voir avec l'agglomération pour permettre aussi aux villes à côté de Chambéry d'avoir des accès, encore une fois, sécurisés pour accéder à notre centre-ville. Parce que quand on habite à la Ravoire, à la Motte-Servolex ou même dans d'autres communes un peu plus éloignées, il faut effectivement qu'il y ait des axes, je dirais, de sécurité pour
pouvoir aller en vélo au centre-ville. Donc notre priorité sur cette pratique, c'est la sécurité avant tout pour nos familles. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, de vous être prêtés au jeu de ces débats aujourd'hui. Merci à tous de votre attention aujourd'hui, en espérant que ces quelques échanges vous aient permis d'avoir les clés, ou en tout cas de faire un petit peu votre choix de manière plus éclairée ce dimanche. Nous, on se retrouve bien sûr sur nos réseaux, nos sites internet dimanche soir pour vivre ensemble ce 22 mars les résultats de ce second tour. Puis d'ici là, on vous souhaite un très bon devoir de citoyen. À tous et à bientôt sur notre antenne.